On la croit immuable, la campagne présidentielle. Un rendez-vous immanquable tous les 5 ans, un marathon politique et médiatique bien huilé, enchaînement de meetings, plateaux, interviews, petites phrases et joutes verbales, un combat d'opinion et d'images mené sous les yeux des médias, une bataille des idées et des promesses pour la France, avec en ligne de mire l'Élysée. Mais le monde ne s'arrête pas de tourner pour autant, et l'actualité s'invite très souvent dans le débat, voire bouleverse le cours de l'élection. Aujourd'hui, guerre en Ukraine, hier, attentats terroristes, prise d'otages ou faits divers, nous allons revenir sur ces événements imprévus qui ont percuté les campagnes au fil du temps. Je suis Marine Dita, journaliste à la rédaction numérique de Sud-Ouest. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Polcast, le podcast politique de la rédaction. Pour décrypter ce sujet, j'ai aujourd'hui avec moi Jefferson Desports, journaliste politique, et Bruno Dive, journaliste et éditorialiste de Sud-Ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Alors on va commencer par ce qui nous concerne actuellement avec la guerre en Ukraine. Cette campagne 2022 qui avait déjà du mal à démarrer passe complètement au second plan. Le président a retardé son entrée en campagne, les autres candidats peinent à se démarquer ou se positionner, les Français se sentent peu concernés par le débat politique. On peut presque dire qu'il n'y a pas de campagne, Bruno ? Oui, moi je ne dis pas ça, je dis que la campagne a changé de nature et que finalement elle en est peut-être que plus intéressante d'une certaine manière parce qu'elle permet de cerner la personnalité des présidents ou des présidentes potentielles. Après tout, alors peut-être qu'on parle moins des projets dans les détails concernant la vie quotidienne, mais après tout, la guerre en Ukraine, ça a des conséquences énormes. Bon, c'est d'abord de la géopolitique, ça a des conséquences pour la défense, sur l'organisation de l'Europe, mais aussi sur notre vie quotidienne. Quelle souveraineté énergétique, quelle souveraineté alimentaire, le pouvoir d'achat dont on voit qu'il est déjà impacté. Donc finalement, ça, d'une certaine manière, ça rebat les cartes, ça permet de parler des projets, alors pas tels qu'ils avaient été conçus peut-être il y a 3 ou 6 mois pour ceux qui sont partis il y a longtemps, mais de parler des projets différemment. Et surtout, après tout, l'élection présidentielle, c'est la rencontre, on l'a assez dit, d'un homme ou d'une femme maintenant et du peuple. Et eh bien là, on peut voir comment un président ou une présidente, on peut essayer de juger comment il ferait face ou comment il fait face pour le sortant à une telle crise, une crise d'une ampleur qu'on n'a jamais connue, surtout pendant une campagne présidentielle. Donc la campagne, au contraire, je dirais que ça lance enfin la campagne et la nature en change un peu. Ça la tire vers le haut pour moi. Ouais, je vais rebondir sur ce que disait Bruno. Je partage totalement l'avis que la campagne a changé de nature. Et on va le voir au moins sur un point, puisque maintenant qu'on a un président sortant qui est candidat, on a le président Macron qui s'occupe de la guerre en Ukraine et des affaires courantes, tout le reste, et le candidat Macron qui commence à dérouler ses propositions. Et en tout cas, quand ça change de nature, c'est que par exemple, le candidat Macron, à ce stade, a renoncé au meeting et a trouvé une nouvelle forme d'expression qui est ce qu'on a vu à Poissy, c'est-à-dire un nouveau grand débat où il répond aux questions des spectateurs, enfin en tout cas des gens qui sont là et plutôt des sympathisants, mais c'est une nouvelle forme de communication et ça change radicalement et je pense que c'est directement lié à la guerre parce que un meeting avec des drapeaux, de la musique, de l'ambiance, des gens qui vous applaudissent, qui soutiennent, ce serait complètement anachronique, ce serait même complètement dépassé et en tout cas chez les macronistes, cette forme-là, cette forme d'expression n'est pas du tout dans l'air du temps et pourrait être incomprise. Ce qui fait qu'on a une nouvelle méthode de communication qui permet d'aborder tous les sujets mais dans un format plus restreint, plus direct dans l'échange. Et je pense que alors les macronistes sont toujours un temps d'avance sur le marketing politique, sur la manière de vendre l'expression. On le voit avec les vidéos du président de la République sur YouTube avec des épisodes hebdomadaires qui sont une nouvelle forme d'expression. Donc voilà, on voit que la guerre, en Ukraine n'a peut-être pas forcément généré tout ça, mais en tout cas, elle impose de nouvelles formes de communication. Et la campagne est lancée, et je rejoins Bruno, et pour les autres candidats, il y a aussi les mêmes problèmes. Comment faire un meeting, comment faire une expression politique partisane, alors qu'on a une guerre en Europe et où on n'est pas du tout peut-être prêt à retrouver des formes classiques de campagne. D'accord, alors c'est pas la première fois qu'une campagne présidentielle est impactée par l'actualité. On se souvient de la campagne d'il y a 10 ans. En mars 2012, Mohamed Merah assassine 7 personnes, dont 3 enfants juifs à Montauban et Toulouse. Je vous propose d'écouter les réactions de Nicolas Sarkozy et François Hollande de l'époque. Ceux qui seraient tentés de s'enfermer dans une hostilité radicale à la République, ceux qui voudraient la battre, ceux qui, par leurs propos et leur comportement, encourageraient le fanatisme
et ferait prévaloir des idées qui sont contraires à nos valeurs, ceux-là doivent bien comprendre que la République n'aura à leur égard aucune indulgence. Nous ne leur passerons rien. La lutte contre le terrorisme ne suppose aucun relâchement, aucune faiblesse, aucune négligence. Voilà, alors est-ce que cet événement dramatique a changé le cours de la campagne à l'époque ? Non. Il a suspendu, la campagne a été suspendue pendant 3 jours. Il y a déjà eu les trois jours dramatiques avec, vous vous souvenez, l'assaut contre l'immeuble où était retranché Mera. Ensuite, il y a eu les funérailles. Il y a eu celle des soldats à Montauban, celle d'autres à Toulouse, où se sont rendus, alors Nicolas Sarkozy, mais où se sont rendus quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle, à commencer par François Hollande, qui était déjà le favori depuis longtemps de cette élection à l'époque. On a pu craindre, sans l'avouer ouvertement, parce que ça aurait été de très mauvais goût, que cette affaire puisse avantager, toujours au nom de l'effet drapeau, Nicolas Sarkozy. On a pu craindre ça dans son entourage. On s'est aperçu qu'en fait, ça a été une parenthèse dramatique, mais assez vite refermée dans la campagne. Et Nicolas Sarkozy, qui avait regagné des points, a continué à en gagner un peu, mais pas suffisamment, comme on l'a vu, pour renverser le cours et être réélu. Ouais, je partage l'avis de Bruno. Je pense que ça n'a pas influé puisque Nicolas Sarkozy a perdu, alors qu'il est là dans ses thèmes de prédilection et que cette campagne de 2012, on a eu l'occasion de le dire, elle est très axée du côté de chez Sarkozy sur le sécuritaire, sur l'identitaire. Au fond, il est dans ces thèmes-là et ça ne prend pas plus que ça. Alors certes, il y a le deuxième tour face à Hollande, mais finalement, cette élection de 2012 pour Nicolas Sarkozy, c'est plus que la fin, c'est bien plus qu'une fin, parce qu'il va revenir en politique, on le sait, il va reprendre l'UMP pour la transformer en LR, pour faire les Républicains, pour tourner la page de Big Malion, de toutes les affaires, et se préparer pour sa revanche, pour sa campagne présidentielle suivante. C'est la primaire de la droite et du centre, pardon. Il finit par l'accepter, poussé par les jupéistes notamment, mais certain de sa victoire, et au final, il est battu dès le premier tour de la primaire de la droite et du centre en 2016 et il quitte la vie politique au fond 2012. Il pense qu'il va se refaire, mais dès 2012, en fait, la page de Sarkozy est tournée. C'est plus facile à dire a posteriori, bien entendu. Là, on refait le match avec le résultat et donc on peut l'interpréter plus facilement. Mais néanmoins, tout ça est quand même très significatif. L'aventure politique de Nicolas Sarkozy aux plus hautes fonctions s'arrête avec cette présidentielle de 2012 et ce comeback-là, ce sera un comeback raté derrière. Il faut bien voir l'effet de sidération que ça a provoqué à l'époque. En 2012, la France n'avait plus connu d'attentats terroristes, islamistes sur son sol depuis les années 90. C'était le 96, je crois, le dernier. La France avait été en grande partie épargnée, notamment du fait du non-engagement dans la guerre d'Irak. Il y avait eu des gros attentats, vous vous souvenez, à Madrid, à Londres, sans oublier le World Trade Center, bien sûr. La France était épargnée. C'était la première fois que la France renouait avec le terrorisme islamique, en tout cas, et évidemment, on ne le savait pas à l'époque, c'était malheureusement le début d'une dramatique série. Et sur la sidération, rappelons qu'il y a 3 enfants qui ont été abattus de sang-froid dans cette école juive de Toulouse. Et c'est ce qui a aussi ajouté, parce qu'il y a eu des militaires, un père de famille dans l'école et qui a été abattu avec ses enfants. Donc voilà, on a poussé le curseur de l'horreur jusqu'au bout, avec l'assaut dont a parlé Bruno tout à l'heure, qui a mis fin au jour de Mohamed Merah. Mais c'était aussi le point de départ d'un nouveau cycle de violence quelques années plus tard, avec les attentats que vous connaissez. Le terrorisme s'est souvent invité effectivement dans la campagne, avec en 2017, à 3 jours du premier tour, l'assassinat du policier Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées. Là aussi, la campagne est interrompue. Oui, elle est interrompue. Vous l'avez rappelé, nous sommes à 3 jours avant le premier tour. À la fin d'un quinquennat qui a été marqué, de François Hollande, qui a été marqué par de terribles attentats terroristes, ceux de 2015, celui sur la promenade des Anglais à Nice, l'assassinat du père Hamel, tous ceux dont on voit aujourd'hui les auteurs ou les complices sont poursuivis en ce moment et subissent des procès. La campagne est suspendue. Je me souviens de François Fillon qui devait faire un meeting qui finalement l'annule. Donc
il n'y aura pas de dernier meeting de François Fillon, puisque celui-ci va être éliminé au premier tour. Tout le monde s'arrête et la campagne reprendra. Il y a une vive émotion avec le compagnon de ce policier qui s'exprime lors des funérailles. Je crois qu'il a droit à des funérailles nationales. Je me souviens plus si c'était aux Invalides ou ailleurs. Donc grande émotion et la campagne va redémarrer au lendemain du premier tour. La campagne s'arrête toujours le vendredi soir et là elle s'est arrêtée le jeudi après-midi. Et ça nous offre ce premier tour inédit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ça donne une clarification, parce qu'on l'a déjà dit dans ce podcast, mais à l'aube de ce premier tour, les sondeurs sont dans le flou. Plus personne n'ose prendre le risque de faire un pronostic très, très, très fin et donner les deux favoris. Tout le monde est dans une fourchette de 20%. Et à 3 jours du premier tour, évidemment, les regards se portent sur la candidate de l'extrême droite qui, comme en 2012, on se dit à qui ça va profiter. Est-ce qu'on va avoir cet effet d'aubaine pour cette candidate-là qui fait campagne contre l'islamisme, contre toute cette théorie-là, enfin contre toute cette réalité, parce qu'on sort de ce quinquennat qui a été marqué par les attentats, et là encore c'est un sujet de campagne. On a ce deuxième tour inédit, et avec le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire qu'au deuxième tour, il y aura une victoire à plat de couture d'Emmanuel Macron. Donc c'est très intéressant parce que on a encore une fois une candidate, un représentant, en l'occurrence une représentante de l'extrême droite, au deuxième tour d'une présidentielle, avec là pour le coup une droite qui est disqualifiée. Ça pose beaucoup de sujets, ça pose beaucoup de problèmes, on le voit, tout ce quinquennat qui s'achève, c'est le quinquennat de 2017 qui s'achève aujourd'hui, la droite n'a pas retrouvé sa ligne conductrice, sa colonne vertébrale. Mais on peut penser que ça n'a pas modifié, là encore, le résultat de l'élection. C'est vrai qu'on était dans le flou, on ne savait pas très bien qui serait au second tour, mais c'était plutôt Marine Le Pen qui était en tête. Des sondages, on pouvait penser qu'elle allait profiter, entre guillemets, de cet événement dramatique, et ça n'a pas été le cas, puisqu'elle est arrivée en deuxième position derrière Emmanuel Macron, et avec un résultat moindre que ce que lui prévoyaient les sondages. Alors, le Front National au second tour, c'était une configuration qu'on avait déjà vue en 2002. À l'époque, une fusillade en plein conseil municipal à Nanterre intervient peu de temps avant l'élection, mais aussi, on se souvient, l'agression de Papivoise dans sa maison à la veille du premier tour. Je vous propose d'écouter un extrait de l'époque. Agressé et roué de coups. Voici l'état dans lequel 2 jeunes gens ont mis ce vieil homme de 72 ans hier soir. Les 2 jeunes qui sont venus, qu'est-ce qui s'est passé ? Les jeunes, ils voulaient des sous. Moi, j'en ai pas. Paul Voise, Papivoise comme on l'appelle dans son quartier, a donc expliqué à ses agresseurs qu'ils n'avaient rien à leur donner. C'est alors qu'ils l'ont frappé et peu après mis le feu à son pavillon. Voilà ce qu'il en reste, un tas de ruines et de gravats, une maison que Paul avait construite de ses propres mains il y a 40 ans. Alors, est-ce que ces événements, ces faits divers, en 2002, ont joué un rôle dans le tournant qu'a pris la campagne et l'élection ? Oui, je crois que là, pour le coup, c'est peut-être le cas unique où un fait divers dramatique joue un rôle dans le résultat de la campagne. C'est toujours difficile à mesurer, mais il faut bien voir que la campagne s'est arrêtée. Ce fait divers se déroule un samedi, la campagne s'est arrêtée le vendredi, le premier tour a lieu le dimanche. Donc, même en point de vue dans le temps, il y a forcément un impact formidable. Tout le monde a vu ça au journal de TF1, aux 20h de TF1, la veille au soir, la veille à voter. Et pour beaucoup de sondeurs, de beaucoup de gens qui ont étudié ça ensuite, il ne fait aucun doute que ça a avantagé Jean-Marie Le Pen, qui était déjà dans une courbe ascendante face à Lionel Jospin, qui lui était sur une courbe descendante, et que ça a pu contribuer, en effet, à faire se croiser les courbes des deux hommes et à donner le résultat que l'on sait. Et depuis, c'est la crainte des candidats à l'élection présidentielle, surtout des favoris. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la crainte d'Emmanuel Macron, c'est presque devenu rentrer dans le langage commun, c'est une nouvelle affaire Papivoise à la veille d'une élection. On n'est jamais à l'abri de quelque chose qui pourrait bouleverser un résultat attendu. C'est devenu une espèce de traumatisme
non seulement pour ce malheureux homme, évidemment, mais pour les candidats favoris de l'élection présidentielle. Surtout qu'en 2002, Jospin s'était vraiment perdu sur la question sécuritaire, rappelez-vous, avec la phrase sur le sentiment d'insécurité. Donc là, il y avait... les faits contraires étaient au rendez-vous. Effectivement, Bruno a raison, mais ça prouve une chose, c'est que la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a une campagne présidentielle. Alors justement, à propos de ces faits divers qui viennent impacter au dernier moment une élection où viennent s'inviter dans le débat, Jean-Luc Mélenchon parlait en juin dernier des graves incidents dont l'instrumentalisation serait, je cite, écrite d'avance pour influer le cours de la campagne. On l'écoute. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà. Donc les médias, en 2002, plusieurs médias et journalistes avaient fait leur mea culpa en reconnaissant que la thématique de l'insécurité avait été anormalement mise en avant les dernières semaines de campagne. Quelle est selon vous la responsabilité et surtout le rôle des médias dans la tenue de la campagne ? Alors là, déjà on va revenir sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, là ça s'appelle du complotisme. Il n'y a pas à tortiller, c'est ça. Il affirme que ces événements-là ont été provoqués, que c'est écrit d'avance. Voilà, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est du complotisme. Voilà. Est-ce qu'il parle des événements ou de leur traitement médiatique ? Alors, il parle des événements. Après, le traitement médiatique, il est logique que l'on traite tout ça. Lorsqu'il y a les tueries de Mohamed Merah, bien entendu qu'on en parle. Lorsqu'il y a l'assassinat de ce policier sur les Champs-Élysées, Xavier Jugelé, bien entendu qu'on en parle. Et d'autant plus que ça intervient après d'autres attentats extrêmement meurtriers. Donc, on est aussi là. Et les médias sont juste dans leur rôle. C'est aussi aux politiques d'appréhender cette question. C'est aux politiques d'abord d'y apporter des réponses. Et en même temps de savoir réagir, de ne pas surréagir, mais en tout cas de ne pas verser dans le complotisme. Parce que ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, c'est, je veux dire, tous les candidats se sont exprimés en général. Donc il n'y a pas de candidat. En plus, on l'a vu, à part peut-être 2002, mais ces événements-là ne favorisent pas les candidats les plus extrêmes. Et donc... Enfin voilà, donc il faut vraiment appeler un chat un chat. Là, c'est du complotisme. Et les médias sont clairement dans leur rôle. Ce sont quand même les politiques qui parlent de sécurité. Rappelez-vous, début de cette campagne présidentielle, là, celle-ci, lorsqu'on est quelques mois avant que Éric Zemmour se déclare candidat, on est en septembre-octobre. Bon, ça y est, il est candidat à la présidentielle. Son thème de campagne numéro 1, c'est l'insécurité, l'immigration et l'immigration. Les médias lui donnent beaucoup la parole, mais au fond, il occupe des espaces vides. Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat, on sait qu'il sera. La droite est dans son processus de sélection. Il y a un espace pour ça, mais les médias sont dans leur rôle. Est-ce qu'ils en font trop ou pas assez ? Je pense qu'il vaut mieux avoir... On n'a jamais trop de médias. Voilà, il y a des pays, si on fait le lien avec la guerre en Ukraine, regardez la situation des médias en Russie. Je pense qu'il vaut mieux vaut mieux avoir le choix de ces médias que d'avoir une parole imposée, maîtrisée, et des médias complètement mis sous cloche. Oui, alors la déclaration de Mélenchon, en deux mots, elle est absolument révoltante, et c'est pas mauvais de la rappeler en ce moment où il est en progression dans les sondages. Parce que de deux choses l'une, où il fait un espèce de constat, comme nous sommes en train de le faire dans ce podcast, c'est-à-dire que des événements extérieurs peuvent percuter une campagne présidentielle. Ça, c'est un constat clinique. Il peut redouter que ça arrive à nouveau, et ne croyez pas si bien dire avec la guerre en Ukraine. Mais apparemment, vu le ton et la forme de sa déclaration, c'est pas ça. C'est en effet, ça relève, comme l'a dit Jeff, plus du complotisme, comme si quelqu'un avait actionné la main de Mohamed Merah ou des assassins de Jugelé pour changer le cours de la campagne. Ça, je trouve ça extrêmement grave. Le rôle des médias, là pour le coup, je serais un peu plus nuancé que Jeff, parce que d'abord, j'aime pas trop la généralisation, les médias. Il y a énormément de médias, surtout maintenant. Il y en avait moins en 2002, c'était moins varié. C'est vrai qu'en 2002, on a parlé beaucoup de sécurité. Lionel Jospin a fait une grossière erreur en sous-estimant ce qu'il appelait ce sentiment d'insécurité. Il y avait quand même de gros problèmes qui existent toujours, d'ailleurs, dans les banlieues, dans les transports en commun, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça existait. Peut-être que ça a pris trop d'importance, en effet. Visiblement, Jacques Chirac en a joué aussi face à Jospin. C'est indéniable. Les médias
peut-être trop faible, mais bon, c'est possible. Moi, ce que je vois, c'est la manière de traiter aujourd'hui. J'étais frappé, par exemple, dimanche soir, j'ai fait un peu le tour des chaînes d'infos, et on voit 3 chaînes, il y a 4 chaînes d'infos, hein, 3 d'entre elles parlent de l'Ukraine, avec toujours les images en boucle, vous savez, BFM, France Info Télé et LCI, avec les consultants et les images, malheureusement, des bombardements, des réfugiés, des immeubles en feu. Et puis il y en a une autre, CNews, qui parle, elle, de la Corse, qui fait son... Alors c'est vrai qu'il y a eu des graves événements en Corse, à Bastia, dans l'après-midi, mais on avait l'impression d'avoir les mêmes images, avec des bâtiments en feu, des rues, des scènes de guerre dans une ville. On avait l'impression que la Corse était dans la même situation que l'Ukraine, finalement. Et ça, c'est une manière quand même assez... je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'événements en Corse, mais c'est la force de l'image. Ça donnait une image assez biaisée de la situation, et c'est là que les médias ont un rôle, doivent faire attention, en effet, mais encore une fois, les médias, on l'a vu, on le voit c'est pour ça que je prends cet exemple de dimanche soir, il n'y a pas les médias, il n'y a même pas les chaînes d'infos, il y a plusieurs types de médias qui font plus ou moins bien leur travail et plusieurs engagements de chaînes d'information. Alors, si on remonte encore plus loin dans les différentes campagnes présidentielles, il y a celle de 88 qui est particulièrement marquée par des événements extérieurs. Entre les 2 tours, les événements se sont bousculés. Bruno, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte en 88 ? Alors, 88, là, on est dans le domaine je dirais, de l'événement provoqué, là, pour le coup. Peut-être que ça pourrait donner raison à Jean-Luc Mélenchon. Le contexte, c'est la fin de la cohabitation, d'une cohabitation, la première, très tendue, entre François Mitterrand et Jacques Chirac, d'autant plus tendue que les 2 hommes s'affrontent à l'élection présidentielle. Nous sommes entre les 2 tours. Clairement, Jacques Chirac n'est pas le favori. Il a reçu le soutien de Raymond Barre, mais du bout des lèvres, et ça ne suffira pas. Et François Mitterrand, qui a dominé le premier tour, est le grandissime favori. Et donc, il y a 2 événements qui, pour le coup, ne sont pas de la responsabilité du gouvernement, mais qui s'invitent dans cet entre-deux tours. C'est d'une part les otages au Liban. Vous vous souvenez que c'était le Hezbollah ou des organisations pro-iraniennes avaient pris des journalistes puis des humanitaires en otage. Et vous vous souvenez peut-être de ces bandeaux tous les soirs au journal télévisé. Nous sommes à J plus 50, 60 jours et les otages au Liban n'ont toujours pas été libérés. Et qu'est-ce qui se passe entre les 2 tours ? Eh bien, l'équipe de 4 journalistes, conduite par Philippe Rochaud, qui était un envoyé spécial de France 2, est libérée à 3-4 jours du second tour, pardon. Je voudrais vous annoncer que je viens à l'instant d'être informé que les 3 otages français retenus au Liban viennent d'être remis entre les mains du représentant du ministre de l'Intérieur. Jacques Chirac et Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, viennent bien sûr les accueillir sur le tarmac de l'aéroport, je pense que c'était Villa-Coublay, et grosse, donc, énorme mise en scène, immense satisfaction, personne ne pouvait ne pas se réjouir évidemment de cette libération. Après, il a été dit, sans jamais que ce soit forcément prouvé, que le gouvernement avait accéléré les concessions pour précipiter pour que cette libération se fasse avant le second tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il a acheté très cher cette libération pour gagner quelques jours. Ça, c'est le premier événement. Le second événement, c'est la Nouvelle-Calédonie, qui est en crise et au bord de la guerre civile depuis déjà presque 2 ans, dans des îles, ce qu'on appelle l'île d'Ouvéa, dans les îles Loyauté, des indépendantistes ont pris en otage des gendarmes, dans ce qu'on appelait la grotte d'Ouvéa, et l'assaut, il y avait des négociations, les choses duraient, et l'assaut est subitement donné, là aussi, 3 jours avant le premier tour, avec le ministre des Dom-Tom, Bernard Ponce, un proche de Chirac qui est sur place, et ça se passe mal, il y a des morts, aussi bien chez les preneurs d'otages que chez les assaillants parmi les gendarmes. 5 mai, l'opération Victor permet la libération des 24 otages, mais l'intervention militaire se solde par 21 morts, 2 militaires et 19 indépendantistes. Le chef de l'État, François Mitterrand, déplore le bilan douloureux. Jacques Chirac, le Premier ministre, adresse ses chaleureuses félicitations à l'armée. Et ça aussi,
je pense que tout ça a donné, finalement, n'a pas servi Jacques Chirac parce que ça a donné le sentiment d'une panique du gouvernement sortant qui était prêt à tout pour remonter son handicap pour le second tour. Et ça a servi plutôt François Mitterrand qui faisait campagne non plus sur la force tranquille, mais sur la France unie. Aujourd'hui, c'est la guerre qui occupe les esprits. C'est pas la première fois qu'une guerre a des conséquences sur la politique française et sur la cote de popularité des présidents. Et est-ce que cette période, justement, et le contexte favorise Emmanuel Macron ? Alors, Bruno, on avait parlé la dernière fois avec ce qu'on appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui est en première ligne sur une crise internationale, une crise majeure, puisque c'est la première fois depuis 1945 que deux États s'affrontent, se font la guerre sur le sol européen. Donc, est-ce que les bons sondages qui sont les siens aujourd'hui sont directement liés à sa gestion de la crise ? On peut le supposer, mais c'est pas nécessairement si automatique que ça répond peut-être à un ensemble. Tout le monde n'en profite pas. Je pense que si on peut avoir un autre exemple, mais encore une fois, à toute proportion gardée, c'est Jacques Chirac quand il refuse la Seconde Guerre d'Irak. Voilà, là on a l'expression d'un homme d'État, d'un président de la République dans ses fonctions pleines et entières. Oui, je pense que ça favorise objectivement Emmanuel Macron. Ou alors ça serait vraiment une coïncidence parce que les sondages se sont mis, il a toujours eu son socle de 24-25% depuis au moins un an, il a fait des sondages sur la présidentielle. Et tout d'un coup, les sondages se sont envolés et il est aujourd'hui au-dessus des 30%. En tout cas, il a dépassé la barre des 30% dans les intentions de vote. Et ce décollage qui a été assez rapide s'est fait juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, je pense que c'est plus qu'une coïncidence. Maintenant, cette ascension des cotes de popularité lors des conflits, des guerres précédentes, a été très éphémère. Bon, les guerres l'ont été aussi. François Mitterrand arrive à 70% de cotes de popularité au moment de la guerre du Golfe. Ça n'empêche pas que 2 ans plus tard, il doit subir une seconde cohabitation avec la déroute des socialistes en 1993. Jacques Chirac, même chose, il tutoie des sommets de popularité avec plus de 70% au printemps 2003, pendant son refus de la guerre d'Irak. Un an plus tard, la droite perd toutes les régions, la gauche conquiert quasiment toutes les régions françaises, sauf 2. Et 2 ans plus tard, Chirac perd son référendum sur l'Europe. Donc tout ça n'a pas eu de suite, a été très éphémère. Et je parle même pas de François Hollande. Au Mali, il y a aussi les attentats, après les 2 attentats terroristes de 2015, la cote de François Hollande grimpe en flèche. Il ne transforme pas l'essai et on voit qu'il est incapable il n'est pas en situation de se représenter et il ne le fait pas. Donc tout ça est éphémère. La chance, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, c'est que cet événement encore plus dramatique qu'est la guerre d'Ukraine, encore plus inquiétant, survient à proximité de l'élection présidentielle. Cela dit, il avait déjà auparavant plutôt une cote de popularité enviable, correcte, à 40%, de ce qui aujourd'hui est pas mal, et il était déjà le favori de l'élection présidentielle. Il l'est évidemment encore plus aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, pour votre analyse et merci à vous, auditeurs, qui avez partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, à lui mettre des étoiles ou à le partager autour de vous. Tous les podcasts de Sud-Ouest sont disponibles sur notre site internet sudouest.fr, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.